Trois romancières et romanciers nous font l'amitié de venir échanger entre eux. Tous trois devenus écrivains après avoir fait toute autre chose, une juriste, un gestionnaire d'entreprise culturelle et un militaire de carrière. Camille Kouchner est docteur en droit. Elle enseigne le droit de la santé, le droit social, le droit des contrats à l'Université de Paris. Elle a exercé pendant des années comme avocate. Et il y a 4 ans, elle a fait irruption sur la scène littéraire, une irruption remarquée avec son livre « La Familia Grande ». Ce n'était pas un roman, mais un livre écrit, a-t-elle dit, pour raconter sa voix en cherchant sa voix. Interroger et s'interroger en retraçant son chemin de petite fille qui se construit au milieu d'adultes qui ont des réflexes et des références qu'elle interroge aujourd'hui. L'avocate a constaté à cette occasion à quel point écrire, c'est autre chose que dire. Elle a beaucoup aimé écrire, et voici son premier roman, Immortel. Encore une citation de Camille Kouchner. Écrire pour chercher une vérité, passer par la fiction pour donner une représentation des choses. Olivier Adam s'est approché du métier par cercle concentrique. Il a fait des études de gestion culturelle. Il a été consultant en politique culturelle auprès de collectivités publiques locales. Il était programmateur de festivals littéraires, cofondateur de Correspondance de Manosque. Il a brièvement travaillé dans l'édition. Il est d'ailleurs encore directeur de collection chez Rouergue. C'est plus le cas. Alors, il a terminé cette activité-là. Et tout cela en peu de temps, puisqu'il publie son premier roman à l'âge de 26 ans. Le titre était prometteur. « Je vais bien, ne t'en fais pas ». Et en effet, il n'y a pas de quoi s'en faire. 25 ans et 18 titres plus tard, avec plusieurs prix littéraires, et sans parler de ses 17 ouvrages jeunesse, voici toute la vie devant nous. À ses heures perdues, Olivier Adam est co-scénariste de cinéma. Plusieurs de ses œuvres ont été adaptées à l'écran, en bande dessinée et même en musique. Il doit être assez bon aussi en ping-pong. Il était hier en démonstration de book-pong sur le quai, opposé à Mathias Malzieu. La vie du romancier Jean Michelin peut étonner. Il est venu à la littérature par ses missions militaires périlleuses au Kosovo, au Liban, en Guyane, en Afghanistan, au Mali. Paru en 2017, son premier livre, Jonquille, n'a rien de botanique. Le Jonquille est le nom de la compagnie dont le capitaine Michelin est responsable en Afghanistan. Il fait le récit de l'histoire de ces militaires pour répondre à sa propre question: comment raconter la guerre à ceux qui ne la voient pas, ne la voient que de loin? Comment parler des hommes et des femmes, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont vécu? Son premier roman, Ceux qui restent, s'inspirait aussi du destin du militaire. Et voici un second roman dont le colonel Michelin doit le lieu aux années qu'il a passées dans une antenne de l'OTAN à Norfolk, Virginie. Le motif de base vient de la basse. Jean Michelin est bassiste. Sa playlist n'est pas anodine. Vous êtes batteur? Ah, vous êtes le batteur dans cette histoire? Votre service de presse est collector, il y a une erreur dans ma bio. Ouais. Je suis batteur, pas bassiste. Alors, on ne va pas les corriger, ce serait trop long. Et puis, mais ça a été corrigé sur la version finale du livre. Pardon? Ça a été corrigé sur la version finale du livre. Ah bon? Et c'est un point commun supplémentaire de ces 3 romans. Ils sont innervés par la musique. La mémoire des protagonistes est jalonnée de leurs passions musicales successives, les amitiés en sont imprégnées. Mais on va quand même commencer par le motif principal, l'amitié. Et je vais me tourner vers vous, Olivier Adam. Qu'avez-vous pensé d'Immortel? Parce que vous avez une exergue qui est assez étonnante. Vous l'avez en tête, l'exergue? Oui, bah c'est Dominique A. J'ai fini mon livre en janvier dernier de l'écrire, et l'exergue était de Dominique A. Et une chanson aussi qui est chantée par Bachung par ailleurs, mais c'est « Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels ». La suite étant « Pourquoi es-tu parti avant que je te le rappelle ?» Ce qui, de fait, contredit le fait que nous soyons immortels. Enfin, qu'il soit immortel, la personne à qui elle s'adresse. Et c'est vrai qu'au printemps est paru un livre
qui m'a fortement interpellé, à la fois par son titre, Immortel, par son thème, puisqu'il s'agit d'un duo d'amis à la vie, à la mort, noués dès l'enfance, dont on va suivre les échanges. Et que mon livre, c'est juste qu'ils sont 3, mais sinon c'est un trio d'amis à la vie et à la mort qui se connaissent depuis l'enfance et dont on va suivre les échanges, avec une très grande place aussi à la musique, et un nombre de points communs, de hasards, de coïncidences et de rencontres assez stupéfiants. Alors le livre était parti, je l'ai laissé partir tel qu'il était, mais voilà, c'est quelque chose d'extrêmement troublant dans pourquoi à un moment donné 2 écrivains avec des itinéraires, des histoires très différentes, etc., même des démarches, tout ça, vont faire des livres qui se répondent d'une manière un peu mystérieuse comme ça. Et par ailleurs, c'est un livre magnifique. Et dont on parle souvent des thèmes et tout ça, mais il y a quelque chose dans l'écriture elle-même qui est vraiment d'une très grande beauté et d'une très grande on va y venir sensibilité. Par la suite à l'écriture et aussi à la structure des livres, mais les thèmes c'est fascinant de voir ça sortir pratiquement à 3 mois d'intervalle. Comment est-ce que vous avez pris le livre d'Olivier Adam ? Alors moi, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps du tout, et je dois vous avouer que je reste bouleversée, vraiment par ce livre. Et toute la vie devant nous, à 2 égards, je suis bouleversée. D'abord, sur le fond, parce que je trouve que c'est un très très beau livre. Ça peut paraître, là, on est ensemble, alors forcément on se lance des fleurs, mais ça n'est pas ça. Je reste très bouleversée par cette lecture. Parce qu'elle raconte de l'amitié, l'amour, la fraternité, la sororité, enfin le livre lui-même. Et à un autre égard aussi, je suis très bouleversée parce qu'en effet, à 3 mois d'intervalle, sortent ces 2 livres. Et moi, je lis Olivier Adam et j'aime beaucoup ce qu'il écrit. D'ailleurs, je lui ai déjà dit qu'au moment d'écrire La Familia Grande, il y a un de ses livres qui m'a permis d'écrire. Bon, lequel ? Tout ça est une histoire entre nous, de renverse. Et donc je suis bouleversée là parce que moi c'est mon premier roman. Et donc vous écrivez votre premier roman, vous avez une question de légitimité. Est-ce que je sais le faire ? Est-ce que c'est difficile d'écrire un roman ? Et 3 mois plus tard, sort un roman écrit par quelqu'un que vous admirez beaucoup. Et cet exergue immortel, ces thèmes qui nous lient, en fait. Donc, pour la primo-romancière que je suis, c'est quand même quelque chose de... Voilà. Donc, je suis très bouleversée par ces 2 livres qui sortent, pas en même temps, mais presque. Pratiquement, oui. Jean Michelin, vous l'avez lu, ces 2 livres aussi ? Absolument. Et alors ? Alors moi j'ai lu Olivier Adam aussi avant de lire Et toute la vie devant nous, il y a plusieurs années. Je l'ai découvert peut-être il y a 10 ou 15 ans et j'ai lu La Familia Grande cet été. Ce qui m'a beaucoup touché dans chacun de ces 2 livres, probablement parce que ça me renvoie aussi à ma propre expérience de l'écriture et à ce que je cherche à explorer. Moi, ce qui m'interroge, l'expérience militaire, le rock, l'Amérique, c'est des trames. Moi, ce qui m'anime, c'est les gens, ce qui les met en mouvement, ce qui les relie, et ce qui m'a beaucoup touché dans chacun des 2 livres, qui sont très différents. D'abord, outre le fait qu'on y retrouve effectivement beaucoup de musique, on y retrouve aussi une question du temps, parce qu'en fait, une bonne partie du fil qui sous-tend nos 3 livres, c'est habité par la question de la mort, de sa proximité, de la maladie, et ça donc forcément ça crée une tension qui permet à une histoire de se développer, qui met les personnages à nu. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez vous 2, c'est vos personnages, et je les ai beaucoup aimés parce que vous les épargnez pas, et je trouve que c'est bien de pas épargner ces personnages parce qu'on fait pas de la littérature de boy scout, pardon, et je pense que d'écrire les gens dans leurs failles, dans leurs insuffisances, dans leurs fêlures, dans leurs fragilités, ne pas les épargner, ça permet de les aimer vraiment. Un personnage de roman qui est trop parfait, je trouve qu'on a du mal à s'identifier en tant que lecteur. Et c'est pour ça que j'ai eu aucun mal à lire ces 2 livres. Je les ai lus tous les 2 cette semaine, coup sur coup.
J'ai terminé celui de Camille Kouchner dans le train en arrivant ici. Et j'ai trouvé que cette exigence qu'ils ont, chacun dans leur style, chacun avec leur matériau littéraire envers leurs personnages, c'est très émouvant. Parce que un bon personnage, pour moi, alors je parle avec toute la légitimité dont je suis capable au bout de 2 romans, c'est un personnage avec qui on aurait envie d'échanger, avec qui on se dit j'ai envie de passer un moment avec cette personne-là. C'est ça qui rend la lecture particulièrement riche, et c'est particulièrement vrai dans le cas de ces 2 livres. Vous dites que pour vous, l'Amérique, c'est une trame, la musique, c'est une trame. Mais c'est une trame qui vous touche de très près. Oui, c'est une trame qui me touche de très près parce que bon, d'abord, ce texte-là... Dites-nous en 2 mots de quoi il s'agit. Nous les moches ? Oui. C'est l'histoire d'un groupe de 4 lycéens au début des années 90 qui ont une bande d'amis, ils ont un groupe de hard rock, ils vivent à la frontière de la pauvreté, et ils sont très en colère parce qu'ils comprennent que le rêve américain ne s'accomplira pas pour eux. Donc en fait, ils perçoivent déjà, à l'aube de leur vie d'adultes, que ce qui a été promis dans la fabrique sociale des États-Unis ne se produira pas pour eux. Mais ils ne sont pas assez en colère ou pas assez déterminés, et donc ils se dispersent avant d'atteindre la gloire. Et 25 ans après, les aléas de la vie leur donnent l'opportunité de se retrouver et de partir faire la tournée qu'ils n'ont pas faite quand ils avaient 17 ans. Et donc ils s'élancent à travers le continent, qu'ils vont traverser d'est en ouest, dans l'Amérique des vides, des petites salles, des bars miteux, des patelins oubliés où il ne se passe rien. Donc c'est ça la trame du roman. Moi j'ai vécu 3 ans aux États-Unis, 1 an dans le Kansas et 2 ans en Virginie, à Norfolk, d'où partent mes personnages. Et je suis musicien depuis que je suis tout petit. Toujours à la batterie ? Alors j'ai commencé par le violon alto, aussi surprenant que ça puisse paraître. Mais je suis batteur depuis 30 ans. Et la musique, j'en ai beaucoup fait, j'en ai beaucoup écouté, et c'est une obsession, c'est quelque chose que j'avais envie d'explorer. Et en fait, c'est un peu l'histoire de mes 2 romans. À chaque fois, je me dis, j'avais envie de parler du retour de guerre, pour ceux qui restent, j'avais envie de parler de la musique et de l'Amérique, pour nous les moches, et en fait, à chaque fois, je me rends compte que, en dépit de mes meilleures intentions, ce dont je parle vraiment, ce sont des gens. Parce qu'en fait, ce sont les gens, je crois, fondamentalement, qui m'intéressent. J'aime échanger avec eux, j'aime les regarder, j'aime les comprendre, j'aime voir ce qui les met en mouvement, ce qu'ils vont chercher. Donc je ne sais pas ce que ça a donné. Ça, c'est une expérience de lecteur. Hein. À un moment, moi, j'ai fait de ces moches ce que j'ai pu en faire. Le reste vous appartient. C'est aussi pour vous... J'étais étonné par la phrase de Jean Michelin, c'est une trame. Pour vous, c'est autre chose. Les lieux, vous voulez dire ? Les lieux, les circonstances. Oui. C'est très important. Oui, j'ai toujours l'impression qu'un livre naît pour moi à partir de quelqu'un ou quelques-uns quelque part. Et le quelque part est peut-être aussi important que le quelqu'un ou le quelques-uns. Donc là, ça commence 3 gamins qui ont 10 ans dans un lotissement pavillonnaire d'un certain standing, parce qu'il y a une hiérarchie dans les banlieues françaises géographique, une répartition géographique qui correspond à une répartition sociale très précise. Mais c'est pas encore le grand standing. Voilà, il y a les HLM, après il y a les immeubles qui ne sont pas HLM, après il y a le lotissement un peu bas de gamme, là c'est celui où on trouve nos amis, les lotissements moyen de gamme, le lotissement haut de gamme, et puis après les quartiers pavillonnaires de centre-ville, voire même après, parfois même dans les mêmes villes où il y a des cités un peu chaudes, aussi des quartiers de villas même, possiblement, enfin tout cas dans la ville où j'ai grandi, il y a tout ça à la fois. Et bien sûr le fait qu'ils se rencontrent tous les 3 dans des maisons qui sont toutes les mêmes, alors qu'ils ont exactement le même âge, que leurs parents sont exactement du même milieu social, ça va être examiné ou déterminant dans le livre à l'aune justement des déterminismes, des fameux déterminismes sociaux. Et je vais un peu les accompagner sur 40 ans, mais en tout cas dans la phase de formation, dans leur jeunesse, on peut examiner par quelle rencontre, hasard, chance, certains, parmi les 3, vont accéder à leurs aspirations, qui ne cadrent pas vraiment
avec leur milieu social d'origine, parce qu'ils rêvent de poésie, de théâtre, de musique, de peinture, dans un milieu où c'est pas les usages, ou en tout cas on n'a pas les clés pour ça, où ça semble fait pour les autres. Parce que aussi ils se définissent dans une sensibilité, notamment les deux garçons, très éloignés des canons un peu masculinistes, virilistes des banlieues de ces années-là. Parce que, voilà, quoi, ils rêvent de musique, mais enfin, ils rêvent d'être Étienne Dao, quoi. Ils rêvent pas de faire du death metal et tout ça. Et donc, et un des deux personnages a un rapport complexe à son orientation sexuelle, dans un contexte où être homosexuel, c'était même pas une option. Et puis même, déjà, quand on était gamin, adolescent, dans ces endroits-là, et juste qu'on aimait la poésie et la musique classique, vous étiez un PD, quoi. Et c'était une phrase, une appréciation qu'on devine bien négative. Donc, pour plein de raisons comme ça, sociologiques, mais aussi intimes, l'endroit d'où ils vivent, d'où ils partent, a une grande importance. Et en même temps, à la fois ces trois amis, on va les suivre dans leurs retrouvailles, leurs éloignements, leurs brouilles. Pendant plusieurs décennies. On va aussi les suivre dans comment ils réussissent leur vie, entre guillemets, ou comment ils tentent de la réussir. Est-ce que la réussir, c'est accéder à ses aspirations de jeunesse, ou est-ce que c'est y renoncer, ou est-ce que c'est continuer à buter là-dessus sans fin avec cette casserole-là de ces échecs éventuels. Et puis c'est aussi un peu comme trois versions d'une même vie possible, quoi. Comment, en partant du même endroit, exactement du même endroit, voilà, les questions de la reproduction sociale, ça crée parfois des transfuges, comme on dit, et les transfuges, des fois, ils d'un coup oublient la somme des hasards et des rencontres, et parfois s'arroge quelque chose de l'ordre du mérite. Et c'est très agaçant. Parce que, ouais, c'est pas comme ça que ça se passe. Les barrières à l'entrée des rêves sont épaisses, sont très hautes, et c'est pas juste parce qu'on est plus doué que les autres et qu'on mérite, soi-disant, qu'on y arrive. Il faut tout à coup un trou de souris, mais il faut quelqu'un vous l'aménage, un professeur. Mais il faut aussi en profiter. Et après, on se souvient seulement qu'on en a profité. Après, il y a aussi une question de caractère, pour le coup, à savoir, la première fois que vous prenez le mur, le plafond de verre dans la gueule, est-ce que vous retournez, vous y cognez, ou est-ce que vous vous dites que finalement votre chemin est ailleurs et vous allez contourner par une autre voie, ou alors est-ce que vous allez, comme un oiseau qui n'arrive pas à sortir d'une verrière, continuer toute votre vie à vous cogner contre la verrière, quoi. Dans Immortel, le milieu social est aussi très important, mais c'est traité tout à fait autrement. Donc le thème est important, mais vous l'abordez d'une manière complètement autre. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette idée de ce couple fusionnel, frères et sœurs, qui sont amis pour la vie, mais pas que? Mais votre question, elle est géniale, parce que donc couple, frères et sœurs, amis pour la vie. Donc on n'arrive pas à les définir, en fait. Ils sont amis, couple ou frères et sœurs. Voilà, donc ce que j'essaye de décrire, c'est leur lien. Et je ne sais pas si on peut les catégoriser, mais je trouve qu'il y a la même chose dans le livre d'Olivier. Tout à fait. Et d'ailleurs, il a une phrase sur l'amitié et l'amour. Bon, je ne veux pas déflorer le livre, mais voilà, c'est exactement la même question. Non, je vous écoute tous les deux. Moi, je pense que le milieu social est très important. Je campe, moi, mes deux personnages dans un milieu social qui est celui, le milieu parisien. Ils sont enfants de... ces deux enfants sont... le fruit de deux couples différents, ils habitent dans le même immeuble, sont des enfants de deux mères féministes qui décident de les élever ensemble. Mais en gros, c'est quand même le milieu parisien. C'est un contexte qui est un peu le même que celui de la Famiglia Grande. C'est une gauche des années 68 qui va devenir la gauche caviar et qui va un peu planter ces enfants-là. Donc là, la géographie, que ce soit une géographie géographique ou que ce
ce soit un mouvement social, est pas vraiment possible pour eux, parce que d'abord ils sont censés tout avoir, et surtout les injonctions qui leur sont faites, c'est plutôt de surtout ne pas bouger et ne rien vouloir. Alors qu'elles sont aussi contradictoires. Elles sont totalement contradictoires. Ils doivent être les meilleurs, ils doivent briller, mais ils ne doivent surtout pas faire d'ombre à leurs parents, et donc ils doivent surtout ne pas s'échapper de ce qui leur a été assigné, de ce qui leur reste. C'est pour ça que moi j'ai choisi une unité de lieu dans ma manière de narrer les choses, parce que c'est la narratrice, c'est la petite fille qui raconte, et elle est vissée à un lit d'hôpital. Alors c'est pas du tout un livre la petite fille, sur la mais maladie. elle n'est plus la petite fille. Oui, mais c'est pas du tout un livre sur la maladie. En revanche, je voulais qu'elle puisse pas bouger, pour que ça puisse montrer à quel point c'était ça qui lui était demandé. Surtout, tu ne bouges pas. Et c'est ce que disait Olivier. Pour le petit garçon, la question c'est combien de fois on essaye. Et puisque lui, il rêve d'échapper, il lit Nicolas Bouvier, il veut voyager, il veut partir, il veut se tirer de là. Il y réussit, mais d'une manière particulière. Alors, on ne va pas raconter, mais, mais c'est quand même une lutte. En fait, ce qui m'a beaucoup touché dans votre livre, c'est aussi, parmi d'autres, c'est aussi la lutte des enfants pour se défaire de l'emprise des parents, tout en la respectant. Et cette contradiction insoluble est mortifère, parce qu'il y a un endroit, enfin, votre livre est structuré de manière biologique, d'après le titre des chapitres. Donc c'est une cellule qui se divise, il y a des mutations, et puis après arrive la mutation fatale. Et c'est comme si c'était un organisme double, unique et double. Et je me suis demandé comment vous étiez arrivé à cette idée au départ. Alors, il y a plein de raisons. D'abord, ce titre immortel, en effet, Dominique A. Bashung. Et par ailleurs, en cherchant autour de cette notion d'immortalité, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que souvent on parlait de la cellule cancéreuse en disant que c'est une cellule immortelle. Justement parce qu'elle se réplique, elle se réplique, elle se réplique, et au lieu de s'arrêter quand elle est trop néfaste, elle continue à se répliquer, et c'est ce qui crée le cancer. Et donc, puisque je partais de cette cellule unitaire qui ensuite se divise, puis qui mute, quand elles sont saines, elles s'arrêtent, les cellules. Mais quand elles sont malades, elles deviennent immortelles. Voilà, donc c'était le double. Mais ça n'est pas un livre sur le cancer, hein, pas du tout, c'est la structure du livre qui veut ça. Le cancer, c'est juste la manière de l'immobiliser. Mais d'immobiliser votre héroïne qui s'appelle K, qui n'a pas de prénom. K comme le cancer en médecine. Et son frère, son ami, son double. C'est son ami, oui. C'est Ben. Oui. Et leur histoire couvre, 40 ans? Il y a d'autres personnages aussi. Et ces personnages, d'où viennent-ils? Ceux qui sont autour. Parce que les parents sont très importants, les mères sont délicieuses à suivre, avec horreur par moments, avec effarement, disons, dans les contradictions. Et tout cela, c'est de l'observation. Ah bah bien sûr, moi en plus en tant que primo-romancière, là j'apprends, donc forcément je me sers de ce que je connais, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai expérimenté, je transforme les choses, et à nouveau, je vais pas faire la retape 1000 fois, mais dans le livre d'Olivier, il y a des passages sur l'écriture, ça m'a fait un bien sur qu'est-ce qu'on fait avec le réel, comment on donne une représentation du réel en faisant en sorte que ce soit de la fiction, mais que ce soit le plus réaliste possible. Enfin, c'est vraiment exactement l'écriture. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aspire à le faire. Et donc, évidemment, que ce sont des circonstances que je connais, mais pour autant, c'est fictif. Les personnages sont fictifs. J'avais envie encore de rendre compte de ce milieu, parce que ça m'amusait. Mais voilà, j'ai essayé de faire de... Ça vous amusait? Oui, ça m'amuse. Ça vous tient beaucoup à cœur, non? Je sais pas, je veux dire, là, ce qui est très intéressant, encore une fois, dans nos deux livres, c'est que c'est pas du tout le même contexte. Non. Et que pour autant, d'une certaine manière, on raconte la même chose. Mais c'est et toute une époque aussi. Oui. Parce qu'il y a toute une vision de la société qui est très, très anglais, très précise. Dans les deux, différente, mais dans les deux cas, très, très précise.
Chez Jean Michelin aussi, d'ailleurs. Oui, de toute façon, enfin, moi, dans le cas de mon livre, à partir du moment où ça commence en 85 et ça finit en 2025, l'idée était d'emblée. Il y avait ce livre de Jean-Paul Dubois qui s'appelle Une vie française, où il raconte une vie entière et il fait résonner l'intime et le collectif en permanence tout au long du livre. Tous les événements. Alors, chez lui, c'est plus les événements, genre la première fois que l'homme a marché sur la Lune, mai 68, et à chaque fois, où est-ce qu'il était. Dans mon livre, c'est plus les changements profonds de la société qui vont s'incarner dans les personnages eux-mêmes et ce qu'ils traversent. L'exemple le plus emblématique de ça, c'est le cas de Sarah, qui, dans sa jeunesse, connaît un épisode. Il faut peut-être dire que c'est un dialogue. Voilà, ils sont deux, ils sont trois amis, mais il y en a deux. Il y a deux qui dialoguent. Et donc ils se racontent aujourd'hui, de manière rétrospective, toute leur histoire, du moment de la première rencontre, jusqu'on aura le fin mot de l'histoire de pourquoi ils ont choisi de se raconter eux-mêmes leur histoire, et d'où ils parlent exactement à la fin. Et on saura aussi pourquoi le troisième larron, qui est le centre aussi magnétique et insaisissable, qui ressemble beaucoup à Tom Ben par énormément d'aspects, le plus inflammable, je dirais, est absent à ce moment-là du récit. Pourquoi les deux l'évoquent, mais lui ne prend jamais la parole. Mais à travers eux, il y a vraiment cette idée de, encore une fois, que ce soit dans la manière dont ils se construisent, dans tous les événements qu'ils vont traverser, au fil des années, ça va te dire quelque chose de comment la société a changé. Bon, même dès le début, hein, ils vont jouer tout seuls dans la rue, les enfants. Plus aucun parent laisse ses enfants jouer tout seuls dans la rue. Et ben, nous, on prenait nos vélos, on se barrait jouer dans la rue. À un moment donné, il est dit, un gamin qui se cogne la tête, on l'emmène pas direct à l'hôpital dans les années 80 pour vérifier qu'il n'a pas quelque chose. Parce que on se pétait, on tombait tout le temps. C'est vrai qu'il y a toute l'époque. Et sur les aspects de la question des relations hommes-femmes, les enfants dînaient tous les soirs devant en tout cas dans les classes populaires, dans une émission qui s'appelait Coco Boy, où on regardait la Plémette se dessaper. Et c'était normal. Et puis après, on enchaînait sur des émissions où 10 phallocrates entre eux rivalisaient de misogynie, de machisme, etc. Vous voyez bien, quand Ardisson est mort, tout ce qu'on a pu revoir des années 90, avec effarement. Moi, ma fille, qui a 23 ans, et qui est, comme tous les jeunes femmes de 23 ans, qui sont à la Sorbonne, est écoféministe, et quand elle regarde ça, elle est atterrée. Elle dit, vous étiez vraiment des porcs, quoi. Vraiment. Enfin, bon. Et c'est bien vrai, d'ailleurs. Il y a la raison. Et donc, il va y avoir toutes ces évolutions. Donc, le livre s'ouvre comme ça, là-dessous. Et puis, le livre finit après La Familia Grande, finit après Le Consentement, finit après Adèle Haenel et Virginie Despentes et On se lève et on se casse. Et par exemple, Sarah va faire tout un chemin très long pour mettre des mots qui n'existait pas sur quelque chose qu'elle a vécu dans son enfance avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, parce que il a fallu MeToo, il a fallu Judith Godrèche, il a fallu pour dire les mots emprise, dire les mots viol, dire les mots consentement, etc. C'est juste pour donner un exemple et beaucoup de fils du livre comme ça vont, à travers ce qui arrive aux personnages et la manière dont ils vont comprendre ce qui leur est arrivé ou ce qui leur arrive, témoigner de la manière dont on pense les choses et on vit les choses différemment. Et voilà. Alors, votre narrateur fait aussi ce chemin. Il nous raconte, il revit sa vie au cours de ce dernier road trip et tout le passé ressurgit avec une compréhension tardive d'où il partait et où il est. Ouais, là, pour le coup, il y a un vrai point de divergence entre nos trois livres. J'ai bien conscience que du coup, avec le cadre qui est le mien, je suis assez éloigné de la perspective très française
très social des romans de Camille et d'Olivier. Il y a quelque chose de très social, non? C'est un roman très social, mais on est dans un contexte très différent. Oui. Parce qu'en fait, mes personnages à moi, les parents sont absents. C'est des gamins qui poussent comme de la mauvaise herbe. Il n'y a pas de parents dans mon livre. Les parents sont en tôle, ils sont défaillants, ou alors ils sont trop fatigués pour s'occuper d'eux, ou alors ils sont sous, ils leur font les poches. Donc en fait, les gamins sont tout seuls et c'est une expérience qui est très américaine, dans le sens où la notion de parents hélicoptères très présent, c'est un marqueur social des classes aisées aux États-Unis. Les gamins pauvres, ils n'ont pas de parents, parce que la vie est tellement dure que la plupart des parents des classes, des couches basses sociales américaines sont obligés de cumuler 3-4 boulots, faire des heures et des heures de trajet dans des systèmes de transport public qui n'existent pas, ou alors de manière embryonnaire. Enfin, personne ne prend le bus aux États-Unis, ça n'existe pas. Quand je suis arrivé à Norfolk avec ma femme, on n'avait qu'une seule voiture. J'allais bosser à vélo. Je me suis fait traiter de communiste parce que j'allais bosser à vélo par un mec dans un gros pick-up qui m'a klaxonné par la fenêtre. Et on avait dit, mais si on veut aller en ville, est-ce qu'on peut prendre un bus? Il y a un arrêt pas loin. Et nos voisins, qui étaient des gens charmants, nous ont dit, mais en fait, vous avez une voiture, pourquoi est-ce que vous prendriez le bus pour aller en ville? Pourquoi faire? Donc, ce prisme de départ-là, voilà, chez moi, les gosses, les petits, là, c'est de la mauvaise herbe. Et donc, Eric, il raconte cette histoire, effectivement, le roman alterne entre deux points de vue narratifs, et il y en a un où c'est le bassiste du groupe qui raconte à un personnage dont on comprend qui il est vers la fin, et qui retrace, parce que pour comprendre d'où ils viennent, il interroge dans une forme d'espèce de monologue très oral les moments forts de leur jeunesse et de leur parcours. Et pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette route-là à l'âge à laquelle ils la prennent, c'est-à-dire à peu près à 45 ans. Mais là, c'est justement pas une divergence fondamentale, parce que vous êtes en plein dans un regard sur la société et un regard assez décapant. Et là, on se rejoint pour le coup sur le fait que ce que je trouve qu'on retrouve, et là il y a un vrai, c'est pas le seul, mais il y a un vrai point commun entre nos trois livres, là où ils se rejoignent, c'est que les passions, les blessures, les brûlures qui durent, celles qui marquent, c'est celles de la jeunesse. En fait, il y a un aspect formateur dans les itinéraires de nos personnages, à tous les trois, qui est extrêmement important. C'est l'histoire de gens qui ne se remettent pas de leur première morsure. Enfin, j'ai trouvé ça, je rejoins complètement Camille, les pages sur l'écriture dans le livre d'Olivier sont extraordinaires. C'est difficile moi je suis en train de travailler sur un troisième roman qui se passe en France pour le coup. Et je me suis dit, oh là là, il faut absolument que j'arrive à éviter cet écueil-là, c'est horrible en fait. Mais c'est en même temps très juste, très vrai. Comment est-ce qu'on s'accroche au réel pour écrire ces trucs-là? Et la blessure de l'enfance, les premiers chagrins, enfin le premier amour, c'est... voilà, à un moment, il y a un de mes personnages qui dit les concerts, c'est comme les amours. On se rappelle toute sa vie du premier, du dernier, et d'un seul entre les deux. Et voilà la musique qui revient. Vous avez une phrase isolée à la fin de dans les dernières pages de votre livre, de l'irréel intact dans le réel dévasté. Et ça m'a beaucoup intrigué. Alors c'est René Char, c'est pas moi. C'est peut-être pour ça que c'est magnifique, mais c'est un des... Il y a des guillemets, hein. C'est un des poèmes que j'adore, et c'est exactement pour moi immortel, c'est ça, c'est aller... tenter de donner une représentation de l'irréel intact dans le réel dévasté. J'ai trouvé que cette phrase m'a frappé en me disant, mais ça s'applique à vos trois romans et peut-être à d'autres, mais effectivement parce qu'il y a une recherche mémorielle qui idéalise sans illusion ce qui s'est passé, et ce regard rétrospectif est dans les trois cas tout à fait poignant. C'est quelque chose qui est venu naturellement tout seul, ou est-ce qu'il y avait une idée au départ? Commençons par vous. La question s'adresse aux trois, mais...
moi, en ce qui me concerne, j'ai cette question qui me revient tout le temps quand la vie est difficile, quand je dois faire des choix d'adulte, etc., qui est cette question lancinante que j'ai, qui est que fait-on de son enfance ? Que fait-on en tant qu'adulte ? Où mettons l'enfant qu'on a été ? Et j'entends par enfance l'authenticité, notre âme, celle avant qu'elle soit formatée par les normes de la société, par les injonctions qui nous sont faites. Il faut se conduire comme ça. Quand on est une femme, il faut plutôt avoir l'air de ça. Quand on est un homme, il faut plutôt avoir l'air de ça, etc. Bon, avant ça, avant ce formatage, ce que j'appelle l'enfance, mais qui en réalité est cette espèce d'authenticité qu'on a tous. Moi, j'ai vu combien d'adultes essayer de tuer cette authenticité, de l'oublier et de se formater, d'être contraints de vivre comme un peu un militaire, pardon. Non, pardon. Je le vis assez bien. D'accord. Ou alors, au contraire, de faire, de prendre ses responsabilités, mais parfois de laisser ressurgir cette enfance ou cette authenticité. Et pour moi, Immortel, c'était ça que j'avais envie de raconter, c'était de dire, ce petit garçon et cette petite fille, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais leur authenticité est immortelle. Voilà. Enfin, je l'espère pour ces personnages-là. Pour vous aussi, c'est la quête de ce qu'on est au départ. Oui, on essaye de réaliser ses rêves. Et très juste sur combien notre enfance, nos blessures d'adolescence et ont la peau dure, quoi. Et moi, je suis toujours frappé quand je fréquente des gens encore plus âgés que moi, dans des gens âgés qui, presque au soir de leur vie, me racontent encore le lien impossible avec leur mère quand ils étaient enfants ou adolescents. Et on se dit, et pourtant elles ont fait des psychanalyses et tout ça, hein, et on se dit c'est fou, quoi. Enfin, on est encore dans ce ressassement-là. Et puis aussi, de toute façon, ces années de formation, par définition, alors effectivement, là, le contexte américain de Jean est différent, mais dans le contexte français, il faut bien se rendre compte à quel point, notamment pour des gens qui ont des aspirations un peu différentes de leurs assignations, tout se joue dans un temps compris entre 15 et 25 ans, pour ceux qui font le plus d'études, mais enfin, et c'est fini après, hein. C'est-à-dire que vous êtes ado, jeunes gens, vous avez des blessures, vous avez des rêves, vous laissez un peu de côté certaines choses de votre vie, comme je sais pas, l'école, c'est fini, vous le payez vous le payez, après vous vivez d'une certaine manière, mais ça va vous mettre sur une route jusqu'à la fin de la vie. On est un pays où, par exemple, à 60 ans, on vous demande encore quel diplôme vous avez, quoi. Enfin, c'est pour savoir votre pédigré. Ça conditionne les 40 années Moi, suivantes. je vois des gens qui ont un certain âge dans le milieu littéraire, ils peuvent pas faire 2 phrases sans mentionner qu'ils ont fait normal, quoi. Enfin, c'est quand même un truc étrange, ou qu'ils sont agrégés. Mais enfin bon, non, mais c'est pour dire que à tout niveau, tout va se jouer à un moment donné où pourtant on maîtrise rien, où on est conscient d'aucun enjeu et où on est fragile, en construction, etc., etc. Donc c'est vrai que ces années-là sont particulièrement prégnantes, quoi. Et on retrouve ça chez vous parce que le groupe Obliterator, s'il avait réussi, leur vie aurait été quelque chose de... Mais en fait, ils n'auraient pas réussi. Ils n'auraient pas réussi. Au moment où ils se lancent dans la musique, ils sont dans un genre musical qui est mourant. Ils ne le savent pas. Ils ne le mesurent pas. Ils passent leur vie à s'interroger, mais en fait, ils font un style de musique qui est un style de niche, qui n'intéresse personne. D'ailleurs, qui peut rebuter certains lecteurs. Mais pour lequel vous avez de la tendresse. Moi, j'ai beaucoup de tendresse parce que j'aime bien les trucs de niche, moi. J'aime bien les trucs un peu bizarres, les obsessions, les trucs où il faut aller fureter parce que je trouve que ça donne de la... s'ils faisaient de la musique que tout le monde aime, ce serait plus facile. Ils pourraient continuer à vivre des vies moyennes mais nobles en jouant dans des bars le week-end. Mais c'est pas ça. Ils ont le sentiment que ce truc-là, qui à la base n'avait aucune chance de marcher, les a privés d'un destin, a achevé
de leur fermer des portes qui en fait ne se seraient jamais ouvertes. Mais la potentialité de ce truc-là, dans leur esprit, existait quand même. C'est la colère, c'est leur colère qui s'exprime. C'est la colère et en même temps... qui leur ferme les portes. Ils ont un rapport paradoxal à la colère parce que à chaque fois le narrateur essaie d'expliquer la colère qui les anime de manière différente et en fait ils se rendent compte que c'est peut-être pas eux les plus en colère, qu'ils étaient peut-être pas assez en colère, qu'en fait le vrai point commun c'est pas la colère mais la laideur. Et d'ailleurs le bouquin s'appelle Nous les moches parce que l'ouverture que j'ai écrite après avoir commencé l'écriture du livre, qui m'est tombé dessus un peu comme une planche sur le crâne. C'est le constat du narrateur qui dit « Nous les moches, c'est comme ça qu'on aurait dû s'appeler. Si on avait été lucide ou juste un peu moins con, on se serait choisi un nom qui parle de nous. » Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais je pense que c'est fondateur. Et pour revenir à votre question initiale, moi, je suis encore un peu comme les peintres naïfs, sans doute un écrivain naïf, ou en tout cas un romancier naïf. Les personnages, ils font quand même un peu ce qu'ils veulent dans un livre. On a un projet initial pour eux, on a une idée de ce à quoi ils vont ressembler, et puis ils ont cette manière, c'est un lieu commun que les vétérans des rencontres littéraires me pardonnent, de prendre leur liberté quand on les écrit. En fait... moi, les miens, le guitariste ombrageux, espèce de guitar héros, qui est devenu un sinistre musicien de baloche dans le Midwest américain, je l'imaginais pas du tout comme ça au départ. C'est vraiment déprimant, mais on va pas aller... Alors, c'est déprimant, néanmoins. Ils ont quand même... Dans un contexte lourd, celui-là est déprimant. Deuxième chance. Mais les autres, lui, il est déprimant. Oui. Mais lui, c'est une saleté, lui. Oui. Tandis que les autres sont pas du tout déprimants. Les autres sont pas déprimants, et puis surtout, on leur donne une chance. Ça, c'est l'artifice littéraire. C'est probablement, encore une fois, on revient à la naïveté du projet littéraire. Moi, j'avais envie de leur donner une opportunité de reprendre la route. J'avais envie que ce soit... C'est dur parce que leur vie est dure, parce qu'on vit dans un monde qui est dur, parce que même quand on vit dans un pays riche occidental et en paix, les destins se cabossent sur des portes en permanence. Et j'avais quand même envie de leur donner un peu de lumière. Donc je pense que c'est un livre nostalgique, mais qu'il y a quand même une forme d'espoir un peu tenace. Un peu tenace, c'est vrai. Même très tenace, je trouve, malgré tout. Est-ce que vous nous donneriez un petit échantillon de cette prose que vous venez de présenter, comme vous avez dit que vous êtes un naïf? Un écrivain naïf. Un faux naïf. J'ai choisi un passage, ils sont en train de faire leur tournée, et c'est pendant qu'ils traversent les montagnes rocheuses, donc ils sont sur la route depuis un mois et demi. On a mis une semaine à traverser le désert, puis la Sierra Nevada pour rejoindre la Californie, en s'arrêtant seulement pour nos concerts dans des patelins abandonnés, toujours loin des grands axes. On a frôlé le Grand Canyon, débordé au large de Las Vegas, boudé les séquoias géants. On s'est dit qu'on ne serait pas compris sur les routes touristiques et qu'on n'avait pas de temps à perdre. On a opté pour le désert qui ne se visite pas, pour les recoins oubliés. On aurait pu avoir plus de monde, mais ceux qu'on a vus et qui nous ont écouté jouer étaient ceux qu'on voulait rencontrer. 2 profs d'économie dans une réserve indienne qui nous ont tapé la discute avant le concert, se sont barrés 1 heure avant qu'on commence à jouer et dont on a su à la fin de la soirée qu'ils avaient payé nos bières et notre dîner. Une mère célibataire qui sortait de son service dans un restaurant miteux. Elle avait encore son tablier et son badge, Charlène. Alors que c'était pas son prénom, elle s'appelait Rita, mais le patron n'aimait pas. Elle a fait tourner ses cheveux en secouant sa tête pendant notre prise de Creeping Death. Et j'ai bien cru qu'elle allait nous montrer ses seins, mais elle s'est retenue. Il y avait du monde. Un pasteur presbytérien qui nous a dit avec tout le sérieux de sa profession qu'on irait tout droit en enfer, mais qu'il prierait pour nous. Un noir qui a passé tout le concert à nous regarder à travers la vitre depuis la rue et avec qui on a fumé après à côté du local à poubelle. Un mauvais denté qui avait l'âge de Scott et qui nous a supplié de l'emmener, il ferait le rôdi. Des bikers qui voulaient qu'on joue du Motorhead et avec qui on a fini par improviser Overkill en bramant des paroles inventées sur la mère du pasteur presbytérien. D'autres encore, des camionneurs, des fermiers, des serveurs, des plombiers, des garagistes, des filles, des garçons, des immigrés mexicains, des laissés pour compte, des laidrons comme nous, des paumés comme nous, des tocards comme nous, pour qui tout était déjà joué, tout arrivait trop tard ou arriverait pas ou arriverait plus, nos frères des bords de route, toute la ménagerie de l'Amérique basse du front, saignant du nez, les poches vides et les voix cassées. On n'a pas vu le Grand Canyon ni Las Vegas, mais je peux te garantir qu'on a rencontré l'Amérique pendant ce voyage. Elle avait du bide et des regrets, et elle nous ressemblait.
Vous avez choisi un passage tout à fait caractéristique de l'Amérique, mais pas de la relation tendre et profonde qui existe entre ces hommes. Et c'est peut-être parce que vous êtes naïf et pudique. Par contre, moi, j'ai une observation, c'est marrant, pas marrant. Le livre est situé dans une certaine Amérique et ta manière d'écrire, même ton son de phrase, me semble faire vraiment écho aussi à une certaine littérature américaine. Et je me demandais si c'était conscient, si c'était très nourri d'un certain nombre d'auteurs qui décrivent cette Amérique-là, parce que évidemment, elle est très très justement observée, mais il y a une espèce de muscle dans la phrase très typique de ces auteurs-là. Ouais, c'est possible. Alors moi, j'ai beaucoup lu de littérature anglophone et de littérature américaine. Et je parle assez bien anglais, donc je lis les livres en anglais. Et donc je pense que de manière, alors c'est pas conscient, hein, mais je pense que le matériau, dans la manière dont mon personnage s'exprime, il y a vraiment une oralité que j'ai travaillée. Et en fait, rien que le titre, en fait, Nous les moches, il m'est d'abord venu en anglais parce que je me suis dit We the ugly. Et We the ugly, c'est un détournement des 3 premiers mots de la Constitution américaine qui est We the people, nous le peuple. Voilà. Donc c'est assez vrai. Je pense c'est pas forcément conscient, mais c'est travaillé dans ce sens-là. Et c'est pas la première fois qu'on me fait cette réflexion. C'est intéressant parce que la langue anglaise est toujours elle-même, parce que tu dis qu'en plus tu parles anglais et que tu lis en anglais, est toujours perçue comme plus dynamique, plus physique que la langue française, à tort ou à raison. D'ailleurs, il y a même beaucoup de chanteurs qui ne veulent pas chanter en français parce qu'ils trouvent que ça sonne baroque, etc. etc. Donc, c'est... Ouais. Est-ce que je peux vous demander aussi un extrait, s'il vous plaît? Qu'on entende votre langue, votre musique à vous. Non, du coup, j'ai regardé vos post-it et puis je suis tombé sur un truc qui m'a fait réagir par rapport à l'absence ou la présence ou le poids des parents. Donc on est sur le fait que Sarah elle a un professeur de théâtre quand elle a 13 ans et que il va considérer normal d'avoir un certain type de relation avec elle pendant 5 ans. Ça a duré plus de 5 ans. Plus de 5 ans sans que personne se doute de rien. Parfois, je m'énerve tout seul en y repensant. Je me blâme de n'avoir rien vu. Je blâme tes parents, trop occupés à se déchirer, à se tromper, à s'écharper, à se rabibocher, à se disputer ton écoute et ton appui, pour s'inquiéter de savoir comment tu allais, toi, pour te protéger. Pourtant, au fil des années, combien de fois avait-il dû te voir te retenir de pleurer? Combien de crises de larmes et de migraines? Combien de pétages de plomb dans ta chambre? Et tous ces petits copains qui défilaient pour quelques jours, dont tu tenais le compte en traçant des petites croix dans un coin du mur que recouvraient les photos découpées et les cartes postales. Et ces carnets que tu laissais bien en évidence au pied de ton lit ou sur ton bureau. Tes parents ont toujours affirmé ne jamais les avoir ouverts. À les entendre, ce respect de ta vie privée les honorait, relevait de la plus pure délicatesse. Aujourd'hui, je me dis qu'il s'agissait surtout d'une indifférence coupable. Quel parent résiste à un journal intime livré sur un plateau? Quel parent ne cherche pas à savoir comment va vraiment son enfant, à moins de s'en foutre, à moins de s'intéresser qu'à eux-mêmes? Ouais. C'est quelque chose qui vous parle aussi. Je pense que ça parle à beaucoup de gens, là, il n'y a pas que moi. Hein. Mais ça me permet de rebondir sur la concomitance de nos 2 livres, c'est fou, quoi. Parce que donc, je ne voulais pas dévoiler ce qu'il y avait dans le livre d'Olivier, mais pardon, ça m'émeut, mais c'est un livre écrit par un homme après la Familia Grande, le consentement, Adèle et Naël, etc. C'est un livre sur l'amitié de 2 garçons avec une fille à qui il arrive des choses vraiment difficiles. Et c'est le livre d'un adulte, un narrateur adulte, quand le dialogue est pris par le narrateur adulte, post-MeToo, qui revisite son enfance et qui revisite donc l'attitude qu'il a eue lui-même par rapport à son ami, l'attitude des parents. Moi en tout cas ça m'émeut énormément qu'il y ait ces livres là maintenant. Voilà.
Est-ce que vous pouvez maîtriser votre émotion pour lire? C'est pas sympa de me faire lire après ça, quoi. J'étais un peu gêné de vous le demander maintenant. Mais c'est bientôt terminé. On file. Soyez indulgents. Alors, je prends votre premier post-it. Ok. Parce que je ne sais pas. Donc, ils doivent. Ben et K, donc ces deux amis, doivent avoir 6 ans, je pense, à ce moment-là. Et c'est la narratrice qui est dans son lit d'hôpital et qui se remémore ce moment de leur enfance. Dans le noir de ma chambre me revient ce long trajet en voiture. On avait 5 ou 6 ans, je crois. Sur la route, Béa me faisait répéter « Pour être une femme bonne, il faut être un bonhomme ». Et Suzanne tentait de nuancer. Ton vocabulaire maintient K dans un monde de dominants et de misogynes. En lui parlant comme ça, tu l'identifies à la faiblesse par son sexe et lui apprends à se détester. C'est une leçon violente, humiliante, et elle va l'engranger. Suzanne était sérieuse. Elle détestait que ma mère m'apprenne la concurrence. Elle insistait. Par cette compétition, tu oppresses déjà ta fille. Tu lui nuis. K va grandir en colère d'être une femme. Elle va grandir coupable de ne pas être un homme. Par cet essentialisme, tu lui inculques d'emblée un sentiment d'infériorité. Tu la condamnes à une subjectivité façonnée, une vie aux enjeux préemptés. Dans la voiture, ta mère tentait de convaincre la mienne. Ce n'est pas toi qui étais admiratif de Wittig, Béa. Rappelle-moi, son Opoponax qu'elle livre, Arcadie, les petites marguerites, l'aiguine rouge, ça c'était quelque chose. La grandeur des lesbiennes, droit de vivre peinarde et lutte des classes. Ce n'est pas moi qui vantais tout ça. Béa, qui conduisait, une clope dans la main gauche, reprenait l'hymne du MLF et souriait à Suzanne. Toi et moi, à l'arrière, on connaissait les paroles par cœur. Ensemble, on fredonnait. Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Ma mère se moquait de la tienne. Écoutez-la, la petite Cato. La voilà qui s'intéresse enfin à la sexualité. Tu me fais bien rire, Suzanne. T'avais qu'à y aller chez les lesbiennes. On n'en serait pas là, hein, Ben? Tu oublies Sartre, Beauvoir et Halimi, ma vieille. On était aussi fiers d'être des salopes à l'époque. À l'arrière, on ne comprenait rien. Mais on adorait quand Béa disait des gros mots. On n'était pas inquiets. Quand nos mères s'engueulaient, elles finissaient toujours par se réconcilier. Ben et moi avons été élevés dans l'éblouissement de ce temps de lutte. Par leur indéfectible amitié, nos mères, si différentes l'une de l'autre, nous ont transmis la puissance qu'apporte la joie militante. Je voudrais juste faire une petite observation sur le livre, dans sa texture même, qui est vraiment très impressionnant, parce qu'il y a un très grand concret de ce qui est évoqué en termes de côté sociétal, on va dire, etc. Et en même temps, il y a une texture de la phrase qui c'est difficile à faire sans perdre... je ne sais pas comment dire, en poésie, en musique, en élégance, en sensibilité, etc. Et c'est quand même des phrases tout le temps qui fusent, avec une forme d'électricité sensible, tout le temps, un peu sur la brèche, comme ça. Et tout le livre est comme ça, et ça, c'est arriver à faire ça, parce que c'est facile presque de faire ça, enfin c'est pas facile de le faire non plus, mais c'est facile de le faire sur des sujets pas concrets, un peu abstraits, un peu lointains. Mais dans ce niveau de concret et de précision, et avoir cette... ça, ces flèches-là, cette poésie-là, c'est très fort. Voilà. Parler légèrement de choses graves et gravement de choses légères. Et je trouve que c'est très bien fait. Vous avez entendu la musique. Est-ce que vous avez des interventions? Est-ce que vous avez envie de poser des questions? C'est le dernier moment parce qu'on va partir dans 7 minutes. Il y a un micro, je crois, qui peut se balader. Madame, au premier rang, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, je suis arrivée par hasard. Alors, tout est dû au hasard et je me retrouve parfaitement. Donc, merci le hasard. Ma question pour Camille Kouchner. Pourquoi, finalement, vous écrivez sur des thèmes hyper difficiles? Parce que les gens ont de la peine à l'accueillir comme ça, en vivant. Est-ce que c'est parce que, justement, ils ont de la peine à l'accueillir et qu'on est obligé d'écrire ça? Ou il y a d'autres raisons? Pourquoi moi j'écris ou pourquoi... oui, pourquoi
vous, en particulier vous, Camille Kouchner, vous écrivez sur des thèmes ultra difficiles, ce qui peut s'appliquer à d'autres écrivains, plutôt que peut-être le garder pour vous et en parler autour de vous. Ah oui, d'accord. Ça y est, j'ai compris la question. Je ne sais pas si ce sont des thèmes hyper difficiles. Alors, la Familia Grande, évidemment, mais il y avait aussi beaucoup de lumière dans la Familia Grande. Cette enfance, elle était là. Il y avait beaucoup de choses joyeuses. Et dans Immortel, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, c'est une amitié qui est vraiment faite, construite d'un amour pur. Et par exemple, l'extrait que je viens de vous lire, c'est une scène que j'ai imaginée comme étant très, très gaie. Après, faire l'impasse sur la difficulté de vivre, ça, en effet, je ne saurais pas faire. Moi, je me pose plein de questions sur la vie et je crois que ça fait un peu notre commune humanité. J'ai pas l'impression de livrer ma vie privée à mes lecteurs. L'intime que je retrouve et que j'essaye de creuser là, pour moi, c'est ce qui nous relie tous. C'est ce qu'on a au fond de soi. Et j'ai l'impression que, en tout cas, la littérature que moi j'aime, c'est la littérature qui se préoccupe de ça, de ce cœur de l'intime, et qui fait que, voilà, de cet universel, de cette humanité. Et dans nos 3 livres, c'est vraiment, enfin, j'ai l'impression que c'est, pour le coup, le sujet de nos 3 livres. Merci de votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres remarques? D'autres réactions? Non. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été aussi généreux, d'abord en vous lisant les uns les autres, parce que ça, c'est extraordinaire. Pour l'animateur, je peux vous dire que quand les invités parlent entre eux et ont des opinions et ont des choses à dire autres que des banalités, c'est magnifique. Et vous avez été vraiment... Je suis très heureux, parce que c'est assez rare que ce soit aussi profond. Et je pense qu'on peut aussi applaudir les organisatrices qui ont senti, sans avoir lu les livres, parce qu'ils n'étaient pas sortis ou parce qu'on ne peut pas tout lire, il y a 300 livres à lire, qui ont senti la pertinence de cette rencontre, parce que toutes ces concordances, toutes ces résonances intimes, elles ne sortent pas de l'argumentaire ou de la 4e de couverture. Donc j'aimerais qu'on applaudisse les organisatrices. On n'a pas eu le temps de parler beaucoup de la structure des livres, mais c'est pas essentiel. C'est extrêmement intéressant, la manière dont vous avez conçu vos récits, parce qu'ils sont rétrospectifs et construits différemment. J'aimerais poser une question qui ne se pose pas. Les prochains. Alors moi, il y a une particularité, en tout cas sur les 2 romans. Celui-ci, je l'ai écrit... pendant une mission militaire. J'ai passé 4 mois dans une petite base dans le désert malien, et donc j'écrivais le soir pour me sortir de mon quotidien. Donc c'était il y a 3-4 ans. Et donc vous étiez au Mali en train de revivre l'Amérique? C'est ça, j'étais au Mali pendant l'hiver 2021-2022, et quand on n'était pas occupé à, je sais pas moi, prendre des obus de mortier ou faire des dingueries dans le désert, le soir, quand les soirées étaient calmes, ce qui était heureusement la majorité du temps, j'écrivais avec l'ordinateur sur les genoux dans mon petit coin de tente pour m'aérer. Et le prochain, donc depuis je suis reparti en mission à la tête d'un bataillon multinational en Roumanie, c'était l'hiver dernier. Vous êtes rentré en janvier? Et je suis rentré en janvier, et je suis rentré avec un manuscrit, une espèce d'ébauche de roman social, dont je ne sais pas du tout encore ce qu'il vaut, parce que je ne l'ai pas relu. Donc ça fait 9 mois qu'il dort dans mon disque dur. Et je vais m'attaquer dessus, et un peu comme pour nous les moches, avec un certain effroi, parce que je pressens qu'il va y avoir une maturité qui ne sera pas du tout là, etc. Mais ça, c'est un problème de futur moi. De là à dire ce qu'il en adviendra, c'est une chose. Mais enfin, il y a une matière qui existe quelque part et qu'il faut que je fasse cuire maintenant. Olivier Adé, vous avez écrit 35 livres ou 40. Quel est le prochain? Il est déjà prêt? Non, il n'est même pas commencé. Alors, le truc avec toute la vie devant nous, c'est que je me suis fixé un espèce de règle tous les 10 ans de faire un livre un peu état des lieux, à la fois personnel et collectif. Donc il y avait Falaise, qui était un peu la génération Nirvana, on va dire. Il y avait Les Lisières, qui était un état des lieux de cette
France qu'on a appelée ensuite périphérique, même si je préfère mon mot à moi, celle des lisières. Et puis là, donc un côté plus rétrospectif, donc voilà, parce que j'ai 50 ans, enfin non, 51 même, et que donc voilà, il y a eu 30, 40 et 50. Donc ce que je sais, c'est que le prochain, il n'obéira pas à cette... non, ça c'est pour 60. Voilà, et il y en aura quelques-uns entre 60 ans, et en plus, moi, pour commencer un livre, il me faut des conditions beaucoup plus pleutres que Jean, à savoir, il me faut une paillote en Bretagne, avec un verre de vin blanc, et en regardant la mer assez longtemps. Donc, va falloir que j'y retourne pour savoir ce que ça va faire pousser. Et puis, en ce moment, je suis très occupé par des histoires de cinéma et de séries, parce que j'ai un deuxième métier, entre guillemets, qui est celui de scénariste. Pas que romancier. Voilà. Et la primo-romancière? Écoutez, je sais pas trop. J'ai l'impression que en écrivant Immortel, il y avait déjà un autre roman derrière qui pointait le bout du nez. Un peu, ouais. Donc on va voir si je continue. Et là, vous avez du temps pour le faire parce que vous enseignez. À la fac. Oui. Ah, pardon. Ça, c'est une auto-balle perdue. Auto-balle perdue, oui. Moi, j'en ai pris une tout à l'heure sur la rigueur militaire. Oui. Donc c'est bien. C'est comme ça, il y en a pour tout le monde. Voilà. Ah non, mais oui, moi, je suis généreuse. Hein. Le temps libre à la fac, bien, mes conditions de pleutre et... Merci beaucoup de cet entretien. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Vous avez été généreux et je vous allez dédicacer Sous la tente, mesdames et messieurs, Sous la tente.